Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Olivier. D'où nous appelez-vous Damien et quel âge avez-vous? De Poitiers, j'ai 40 ans. Alors je le dis Ah bon. pour celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, puisque je leur révèle que nous nous connaissons, hein, Damien, puisque j'ai eu l'occasion de venir pour l'émission, mon émission sur France 2 dans les yeux d'Olivier, filmer euh, votre maman, votre sœur et vous-même pour évoquer la disparition de votre sœur Tiffaine il y a 4 ans au Japon, parce que vous continuez de vous battre pour faire avancer l'enquête difficile à réaliser au Japon, puisque, et on va vous écouter, Damien, vous vous heurtez justement à un pays, à ses traditions et à des traditions et des codes de la police et de la justice là-bas, qui sont bien loin des nôtres, ici en Europe et en France particulièrement. Mais je vais vous laisser parler, Damien. À tout, Mais vous avez dites-moi. raison, tout à fait. C'est pour ça que c'était aussi très intéressant d'écouter Marie et Corentin justement à propos du Japon, parce que je trouve que leur expertise est bonne. Alors tout à fait, Tiffen a disparu au Japon, donc maintenant depuis 4 ans. Alors c'est un voyage, donc effectivement, elle voyageait seule. L'endroit où elle est disparue, c'est une petite ville à côté de, pas loin de Tokyo, en fait, mais c'est une ville assez touristique. Donc effectivement, l'analyse qu'on sait de tout à l'heure de penser qu'une femme peut voyager seule, effectivement, c'est quelque chose qui peut intriguer au Japon, mais dans un lieu extrêmement fréquenté, on peut estimer que le risque est un peu limité. Donc Tiffany a disparu, un voyage qu'elle avait parfaitement organisé, un voyage qu'elle voulait vivre avec nous à distance. Donc du jour au lendemain, nous n'avons pas eu de nouvelles, alors que pourtant, elle avait simplement prévu de voyager et de faire des musées autour de cette petite ville de Nikko. Elle avait prévu de rester seulement 2 jours. Toutes ses affaires étaient à l'hôtel. Donc on a tout de suite été alertés. Effectivement, on est parti très rapidement et on s'est retrouvé donc au milieu de cette culture qui pour nous était incompréhensible du jour au lendemain. Et on s'est évidemment très rapidement heurté à un choc culturel en arrivant là-bas. Ça a été assez difficile. Il a fallu beaucoup de temps pour déchiffrer justement tous ces codes. Comment vous arrivez là-bas, dans quelles conditions, et quels sont les premiers contacts que vous établissez là-bas avec les autorités pour essayer de mettre en lumière la disparition de Tiffen? Alors on a très très rapidement on a été accueillis par la police locale. Les Japonais ont vraiment le sens du protocole, donc le fait qu'on se déplace pour rechercher Tiffen, ils nous ont accueillis. Simplement, c'est que ils avaient déjà, si vous voulez, lorsqu'on est arrivé, une piste déjà presque préétablie. Puisqu'on arrive, ils nous disent c'est un accident, c'est comme ça, on ne cherchera pas. Donc c'était très très particulier, parce que nous, en tant qu'occidentaux, on se dit mais c'est-à-dire, on a besoin d'en savoir plus. Vous dites que c'est un accident, mais que se passe-t-il? Donc eux nous disaient il y avait un typhon, elle est tombée dans la rivière, on ne la retrouve pas, c'est terminé. Le soir, on va au commissariat, ils nous donnent la valise de Tiffen, on peut rentrer chez nous. Donc c'était assez violent, parce qu'en fait il n'y avait pas de contestation possible. C'est-à-dire, c'est un accident, rentrez chez vous, peut-être qu'on la retrouvera ou pas. Pas de Et donc nous, contestation possible, parce que c'est vraiment plus qu'une piste, hein, pour la police locale japonaise. C'est que pour eux, il n'y a pas d'autre explication. Tiffen a disparu parce qu'elle est tombée dans la rivière, ou en tout cas, oui, c'est ça, elle est tombée. Ils vous disent elle a dû tomber où? ils disent, à côté de son... Elle avait choisi un petit hôtel qui était près des musées, mais aussi à côté d'une petite rivière. Une toute petite rivière assez insignifiante, avec des débits très faibles. Sauf que ils ont considéré que, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres explications à ce moment-là, qu'avec le typhon, l'accident était probable. Donc c'est la version qu'ils nous ont donnée. Sauf que si vous voulez, nous, en arrivant, on ne pouvait pas s'arrêter à cette version, parce qu'on imaginait qu'il pouvait y en avoir d'autres, qu'elle ait pu aller se promener, qu'elle soit tombée quelque part, et qu'elle attende qu'on vienne la secourir, Oui. ou même tout simplement qu'elle ait pu être victime de quelqu'un de malveillant. Donc nous, qu'on est arrivé en disant, mais attendez, vous dites que c'est cette piste. Bon, peut-être, parce qu'on n'a pas d'éléments factuels à ce moment-là pour la démontrer, mais il faut chercher, il faut faire des actions, peut-être même prendre des chiens, peut-être voir si c'est aussi un acte malveillant. Donc voilà, donc on leur a demandé de faire ça. Il ne s'est rien passé. Ça a été vraiment un cauchemar. Donc on a agi nous-mêmes, on a fait des actions. On a donc pendant le premier mois de la disparition de Tiffen, on a énormément cherché.
Comment avez-vous cherché Malheureusement, et où? on a cherché déjà, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à mobiliser des gens qui sont venus nous aider, notamment des alpinistes et des experts. Donc on a cherché dans les alentours de l'hôtel dans un premier temps, puisqu'on s'est dit si elle est tombée dans la rivière, c'est terminé. Donc au moins, si elle a pu se perdre quelque part ou autour de l'hôtel, qu'on puisse vite la secourir. Bah, Donc les premiers mois, le corps d'une jeune fille comme Tiffaine qui tombe dans la rivière euh, devrait réapparaître à un moment, non? Enfin, dans une mais rivière, tout il y à a peu fait. de chances qu'il disparaisse. Alors effectivement, sauf que comme nous expliquait qu'il y avait un typhon, si vous voulez, il disait bah, normalement les corps, c'est lorsqu'il y a des accidents avec les pêcheurs, à chaque fois qu'un corps tombe, il est tout de suite retrouvé. Donc il nous insistait sur cette piste, sauf que notre combat, donc maintenant, date pratiquement de 4 ans. Nous, on a énormément travaillé. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, la piste de l'accident qui avait été évoquée par la police locale, en fait, est une piste qui ne tient pas, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de typhon, qu'il n'y a jamais eu de crue. Donc, la piste de la rivière, en fait, était une piste un petit peu de confort pour montrer, en fait, pour montrer que, eh ben, que en fait, ils ont essayé d'inventer un typhon pour justifier la disparition qu'ils n'arrivaient pas à argumenter autrement. Et en fait, par nos recherches, par nos leviers, par nos enquêteurs, en fait, on a découvert aussi sur place qu'il y avait énormément de faits divers en permanence. Donc de plus en plus, avec nos recherches et le travail qu'on a, qu'on a accompli, on s'est rendu compte que c'était très possible que Stan était victime de quelqu'un de malveillant. Alors, vous évoquez des faits divers. On va affiner un peu plus le vocabulaire, car lorsque vous évoquez des faits divers, on parle de disparition de jeunes femmes, on parle d'agression de jeunes femmes, on parle d'assassinat de jeunes femmes. C'est ça qui est très étonnant dans l'attitude de la police nippone, c'est qu'à aucun moment, en fait, la piste criminelle n'est évoquée. Pas un seul moment. Nous, on essaye, en fait, avec l'ambassadeur qui se déplace, parce que rapidement, on a aussi essayé de médiatiser au Japon, avec la présence de l'ambassadeur de France au Japon rapidement. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont été là pour nous soutenir. On essayait d'évoquer cette piste. Sauf que c'est un petit peu aussi le problème de ce choc culturel. C'est que on n'a pas, les Japonais ne peuvent pas nous donner les réponses nous, on peut attendre. Nous, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Enfin, eux, ils nous disaient pas non, mais en même temps, ils le faisaient pas. Donc, vous disait, mais pourquoi on évoque une piste, ça peut être la piste criminelle, parce qu'au début, on ne pouvait pas, le temps de la démontrer, effectivement, c'était compliqué, sauf que une fois que la piste accidentelle a été démontrée, la piste criminelle devenait de plus en plus évidente. Et comme vous dites, il y a eu des faits divers, mais ils ne fouillaient pas, ils ne cherchaient pas, il n'y avait pas de... Par exemple, Tiffen a disparu la dernière fois qu'elle a été vue, donc c'est un dimanche matin, au petit déjeuner de son hôtel. Il y a des photos qui ont Il y a été des retrouvées, photos, qui sont prises par des touristes allemands, me semble-t-il, hein, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Où on voit Donc elle est, Tiphaine on la voit. en arrière-plan. On voit un Tiffen en arrière-plan, tout à fait ça. Sa photo est extraite d'un panorama. Donc on voit que Tiffen donc est à l'hôtel, et ensuite plus rien. Dans une enquête classique, dans une enquête normale, c'est important que tous les gens qui soient à l'hôtel à ce moment-là soient interrogés. Ça fait partie du b.a.-ba. Vous partez du lieu où la personne a été vue la dernière fois. Et c'est pareil pour l'hôtelier. Par exemple, l'hôtelier affirme que Tiffen est parti avant 10 heures. Et grâce au travail de nos experts qu'on a pu recruter, notamment, on voit que son téléphone pratiquement borne jusqu'à 11h40. Enfin, grâce à l'application Google Maps. Donc déjà, il y a un décalage énorme. Et pourtant, les témoins, les touristes ne sont pas interrogés. L'hôtelier qui a un témoignage un petit peu bancal n'est pas interrogé. Donc tout ça, ça reste assez fou. Puis en plus, il y a eu un événement dont on se souviendra toute notre vie, hein, probablement. Et la question d'honneur est très importante au Japon. Et nous, quand nous avons vu qu'au Japon, les autorités locales ne faisaient pas ce qu'il fallait, on a interpellé notre président. On a interpellé Emmanuel Macron. Les Japonais, la police japonaise a été au courant de cette lettre, ont été assez vexés. Dans un sursaut d'honneur et d'agacement, ils nous ont dit, vous allez voir, nous aussi, nous sommes des experts, on va aller dans la chambre de votre sœur et on va vous montrer que nous aussi, on a cette capacité de faire des expertises. On va faire un test au luminol. Et on marque une pause avant que Je vous en vous prie. nous révéliez la suite. On marque une pause et puis on se retrouve dans quelques secondes.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 23h49 sur la libre antenne. Vous pouvez composer le 3921 pour venir nous parler et vous raconter. Damien, cette lettre donc au président Macron met les autorités nippones dans un état de vexation, ce qui est assez étonnant. Et donc ils vous disent quoi? Ils vous disent on va bouger, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Ils nous disent, nous aussi, puisqu'on a lu la lettre, on est bien informés, on a vu que vous demandez que des experts français viennent faire une enquête à Nico. Donc, nous, on va vous montrer qu'on est des experts. Donc on va vous montrer par le biais d'un exercice au luminol, dans la chambre de Tiphaine, que nous aussi on est experts. Donc je suis avec mon petit frère et ma sœur à ce moment-là. Une personne va venir constater. Donc je décide d'y aller. Donc il m'habille en Charlotte. Je le suis. Je vois par rapport si vous voulez, lorsque vous faites ce test, il faut absolument que la pièce soit dans le noir. Que justement le spray puisse ressortir ensuite avec les lumières. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vois que péniblement ils arrivent à obstruer la pièce. Donc je vois, si vous voulez, qu'ils n'ont pas fait l'essai avant, parce que c'est assez laborieux. Donc ensuite, ils font donc un spray, un fameux spray sur tous les murs, sur les lits, sur le sol, et ensuite, dans le noir, donc ils passent une espèce de lumière. Et si vous voulez, lorsque vous avez l'apparition de traces ou de choses, ça signifie, c'est très probable que ce soit du sang. Donc ils commencent l'exercice, et là, de manière assez surprenante, dans l'un des murs de la chambre de Tiphaine, vous avez des sortes d'éclaboussures qui sont apparues. Donc là, je suis resté vraiment... j'étais stupéfait, mais c'est incroyable, ces éclaboussures. Et j'ai vu à leur regard qu'ils étaient eux aussi paniqués. C'est important que vous disiez où se trouvaient ces projections et le luminol, ce procédé vraiment est fait pour détecter les traces de sang, ce qui semble être le cas, mais ces traces dans la chambre, elles sont où exactement? Elles sont placées où? Elles sont sur un mur à côté de son lit. Ce sont des éclaboussures qui partent du bas et qui remontent vers le haut. L'exemple qui est assez parlant, c'est comme si vous voulez, on avait brisé un objet sur la base du sol et que ça avait éclaboussé en fait, en remontant le long du mur. Donc, et elles sont assez conséquentes. Donc si vous voulez, on peut imaginer un impact sur le bas du mur. Donc ce qui est plus surprenant, c'est que quand ils ont vu ça, ils ont paniqué, ils ont rouvert les rideaux et hop, c'est terminé. Si vous voulez, il n'y a pas eu de rapport ensuite, puisque notre drame, c'est que si vous voulez, au Japon, il ne se passait rien, mais en France, il y a eu quand même un juge d'instruction. On a pu porter plainte, une instruction a été ouverte, donc une commission rogatoire a été envoyée de la France au Japon pour justement avoir ce genre d'éléments, pour savoir quelle est l'analyse de cette scène, de cette éclaboussure. Sauf que les Japonais n'ont jamais répondu. En tout cas, pas de manière claire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un prélèvement ADN et des analyses de fait de ces projections? 4 ans après, on attend toujours. Puisqu'on ne sait pas si elles ont été... puisque quand je les ai vus agir, il n'y a pas eu de prélèvements qui ont été faits devant moi. Et comme ils ont rouvert ensuite la chambre, et qu'en plus la chambre a été louée, peu de temps après, non, il n'y a pas eu... Probablement pas. D'accord. Probablement pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mhm. éventuellement, la preuve d'une agression commise sur Tiphaine, justement ce matin-là, puisque personne et les caméras de surveillance autour de l'hôtel ne montrent pas Tiphaine comme les jours précédents, elle avait été vue par des caméras de surveillance. Les caméras montrent que Tiphaine n'a jamais quitté l'hôtel. C'est bien ça. Alors en tout cas, son téléphone. Parce que le problème des caméras à l'endroit où elle est, c'est que beaucoup sont factices. Donc il n'y a pas eu de... Alors ça aussi, vous posez une bonne question. Est-ce que les caméras ont été regardées? On ne sait pas. Puisqu'il n'y a pas eu... comme il n'y a pas eu de rapports officiels qui ont été transmis à la France et qu'au Japon, on n'a pas pu y accéder, on ne sait pas ce qui a été fait. S'il y a eu des caméras, est-ce qu'elles ont été visionnées? Eux expliquent que oui, mais on n'a pas les preuves. C'est pour ça que ça a été... là, ça doit faire 4 ans que Tiphaine a disparu. C'est un véritable bras de fer qu'on mène
qu'on mène pour connaître la vérité. Ça a été assez difficile, il y a eu des étapes, parce qu'il a fallu aussi nous compter sur la justice française pour nous aider. Sauf qu'il y a eu si vous voulez, ce qui est important, c'est que quand vous avez une instruction, vous ayez vraiment des gens qui soient motivés. Et quand dans un autre pays et qu'ils ne répondent pas, il y a parfois une forme de découragement. Donc même si on avait l'aide du président de la République, d'Emmanuel Macron, de l'ambassade sur place, de l'exécutif, ce qui est important, c'est que vous ayez un juge en France qui puisse se déplacer pour justement faire en sorte d'obtenir des choses. Pourquoi ce juge ne s'est-il jamais déplacé? Je pense que, enfin, non, on n'arrive pas à vraiment savoir. Effectivement, puisqu'en plus, nous, on a été vraiment en immersion dans le système japonais. Donc on a aussi découvert énormément de choses. Quand vous êtes le sens, même s'ils ne répondent pas à la France, notamment par le canal Interpol qui avait été mis en place, le sens du protocole et de l'honneur fait que quand vous vous déplacez, il est possible d'obtenir des choses. Il y a un vrai sens du protocole. Un juge français se déplaçant à Nikko, vous pouvez imaginer obtenir facilement des choses. Donc non, effectivement, donc c'est pour ça que là, on a décidé aussi de Poitiers de mener une action, un rassemblement avec tous nos proches, avec tous les personnes qui nous soutiennent, pour aussi dénoncer effectivement le fait que le juge ne se déplace pas là-bas. On va évoquer. A œuvré pour ça. On va évoquer ce rassemblement qui aura lieu le samedi 12 mars, donc samedi prochain, à partir de 15h devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Et c'est important, vous qui nous écoutez, que si vous en avez envie, en tout cas si vous avez envie qu'on retrouve la trace de Tiphaine et qu'on sache surtout ce qui est arrivé à cette jeune femme, vous pouvez participer bien évidemment à ce rassemblement. Ce qui est terrible dans votre histoire, c'est que il y a sûrement une preuve, en tout cas une preuve potentielle dans cette chambre d'hôtel, puisque même 4 ans après, même si ces traces ont été lavées, il reste quand même un ADN là où vous avez vu ces traces, parce qu'on sait que ça reste longtemps. C'est surtout que si Tiphaine a été agressée dans sa chambre, ça remet beaucoup de choses en question, et notamment l'hôtelier qui ce matin-là est là. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui vient chercher des draps sales aussi. Enfin, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui auraient dû être interrogées par la police. Or, elles n'ont pas été interrogées. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas été interrogées? Là, vous soulignez un point intéressant, parce que là, effectivement, c'est pas évident de faire une synthèse de 4 ans, mais c'est un combat de 4 ans, on a été en immersion là-bas, et en fait, justement, là, vous soulignez un point qui est très intéressant, c'est le système judiciaire au Japon qui est complètement différent. En France, il y a un juge d'instruction, vous pouvez auditionner les gens, vous pouvez mettre des gens en garde à vue. En France, ça aurait été probablement le cas de l'hôtelier, on peut imaginer. Sauf qu'au Japon, et ça a été... parce que les réponses, vous ne les obtenez pas comme ça. C'est le problème de ce choc culturel. Il faut du temps. Même en vous appuyant de spécialistes au Japon, même eux, si vous voulez, c'est jamais fluide. Au Japon, c'est très rare qu'il y ait des enquêtes criminelles qui soient ouvertes. C'est presque du flagrant délit. C'est-à-dire que si... c'est la culture de l'aveu. C'est-à-dire que si... soit ils attrapent cette personne directement sur le fait, il est condamné, il est jugé. Ouais. Exactement. Mais quand vous avez une affaire comme ça, par exemple, l'hôtelier, la garde à vue n'existe pas, donc il n'a jamais été interrogé. Tiphaine était avec son téléphone. En France, il y aurait une réquisition auprès des opérateurs téléphoniques, c'était réglé en quelques jours. Et bien, pas au Japon, il n'y a jamais eu de réquisition. Donc on ne sait pas où son téléphone a borné officiellement la dernière fois. Alors, il y a une histoire en fait de code, hein, de ne pas, comment dire, pas insulter, mais comment... il y a quelque chose qui a à voir avec l'honneur. Hein. Ça veut dire que la police japonaise n'a pas interrogé cet hôtelier parce que c'était lui faire offense juste de l'interroger. C'est bien ça que j'entends. Vous avez raison, effectivement, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que s'il avait pu être interrogé, ça aurait été déjà le fait que Tiphaine ait disparu à l'hôtel. Déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il avait la pression, des gens le menaçaient, donc alors la présomption d'innocence n'existe pas, ouais, pratiquement. Donc, il n'est pas interrogé. Je me retourne vers vous, Marie Corentin. Vous entendez cette histoire avec des codes. Vous parliez des codes tout à l'heure, très éloignés de chez nous. Est-ce que vous avez perçu ça dans le rapport
à l'autre, c'est-à-dire vraiment une manière donc des relations complètement différentes dans le protocole au Japon. Ben, oui, complètement. Au quotidien, tout est complètement différent. Je pense après, nous, on n'est pas experts du Japon non plus. On n'y a passé que Non, trois non, mais mois. vous aviez vécu Mais 3 mois. dans ce qu'on a vu, nous, en effet, les relations personnelles, même au sein de la famille, sont différentes. Le respect des aînés est très important. Même quelqu'un qui a une journée de plus que vous, qui est plus vieux d'une journée, vous lui devez le respect. Oui, Je pense que dans le travail aussi, les codes sont très difficiles. Par exemple, je sais que les hommes, le soir, doivent sortir avec leurs collègues pour aller faire la fête jusqu'à tard. Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas bien vus dans le travail. Les femmes, quant à elles, doivent être en mini-jupe avec des lunettes, même si elles n'en portent pas idéalement, pourquoi se ça? maquiller, Pourquoi? etc. Pourquoi des lunettes? Euh, Parce que pour eux, ça fait plus sexy et c'est des choses qui tendent à changer, je pense, au Japon, mais qui sont encore ancrées dans cette culture pour les femmes, malheureusement. On a entendu Damien évoquer donc plusieurs disparitions, plusieurs agressions, et c'est ce pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, et votre réponse Mhm. m'a assez troublé. C'était surtout Marie, hein, ça m'a troublé d'entendre Marie avoir bien ressenti qu'une femme seule au Japon pouvait attirer le regard, et pas toujours d'une manière très positive. Euh, vous pensez quoi de ça? Une jeune femme qui voyage toute seule au Japon a pu, bien évidemment, être agressée. Euh, je vais répondre déjà, moi. Oui, Alors, je pense que en effet, une femme peut être agressée partout dans le monde, bien évidemment. déjà, premièrement. Ensuite, au Japon, moi, je connais plusieurs femmes, des amis à moi qui ont vécu là-bas pendant plusieurs années, Mhm. sans grosses difficultés au quotidien, si ce n'était au travail. Alors ça, c'est des récits de personnes que je connais. Les relations au travail étaient très difficiles parce qu'elles n'étaient pas respectées et tout ça. Ce qui était difficile au niveau personnel, c'est plus dans les grandes villes où il y a beaucoup de problèmes d'attouchement sexuel dans les transports en commun ou dans la rue. Ça, c'est un fait qui est complètement avéré au Japon. D'ailleurs, là-bas, les téléphones portables le son est verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a toujours le son sur le téléphone. Quand on prend une photo là-bas, c'est pas comme en France, on peut enlever le son de l'appareil photo sur le téléphone. Là-bas, au Japon, c'est tout le temps actif, de manière à ce que quelqu'un ne puisse pas prendre des photos sous les jupes des femmes, par exemple, dans les transports en commun. Donc moi, je dirais pas que c'est dangereux de voyager au Japon une femme seule. Enfin, pour moi, le Japon est un des pays les plus sécuritaires où on a été. Mais par contre, oui, je pense, et j'ai entendu beaucoup de faits de problèmes d'agression envers des femmes au Japon. Après, c'est des histoires que moi j'ai entendues, mais Oui. je n'en sais pas plus, quoi. Mhm. Nous, on n'a pas vécu ça du tout. D'accord. Écoutez, j'en profite. Marie, vous voulez rajouter quelque chose? Marie? Oui, Ah, je parle parce qu'en fait, je crois que ça a coupé pour elle. d'accord, d'accord. Bon, écoutez, Mais je vais essayer, attendez, je vais essayer de la connecter. est-ce que vous êtes là, Marie? Oui, Ah. oui, Est-ce pour que pour ma que vous vouliez rajouter quelque chose, Marie? non, juste, en effet, au Japon, en fait, c'est le pays le plus sécuritaire où enfin, nous, on s'est sentis le plus en sécurité et en tant que femme, oui, voyager seule, c'est pas toujours évident. Je dirais qu'il y a pas de pays parfait pour ça et je pense souvent c'est pas forcément une question de pays, c'est aussi être au mauvais endroit au mauvais Ouais, moment ouais. et Mhm. une personne malaisante enfin, malveillante tout simplement et ça, c'est vraiment très triste aussi Mais ce que quand ça peut Damien affecter. évoque le fait qu'on ne peut pas interroger quelqu'un sauf si on le prend en flagrant délit, j'entends Corentin évoquer ces questions d'attouchement dans le métro. Est-ce que, euh, en fait, vous avez ressenti ça, ces codes d'honneur, ces codes pour ne pas Oui. offenser? Oui, vous avez ressenti ça. Oui, en fait, on a ressenti très vite, enfin, tout de suite en arrivant, que le Japon, c'est protocolaire. C'est protocolaire, ça rentre dans une case, ça va à la suivante, ça rentre dans la case suivante, ça va à la suivante, et ainsi de suite. Ça ne rentre pas dans une case, rien ne se passe. Il n'y aura pas de prise d'initiative pour faire rentrer, on va dire, je sais pas, un cas de jurisprudence dans une case. Non, si ça sort des clous, c'est bloqué. D'accord. Ça, on l'a ressenti. Je rappelle que on retrouve donc vos
vos blogs. On a relayé sur notre groupe de parole l'adresse principale de votre blog où toutes les autres adresses sont indiquées. Si vous voulez, donc, vous qui nous écoutez, découvrir les différents réseaux sociaux de Corentin et de Marie, eh bien, vous allez sur le groupe Facebook de la Libre Antenne et le lien y est inscrit par Florian. Merci mille fois, Corentin et Marie, pour Merci à votre vous. témoignage. Et puis, merci mille fois de nous avoir fait rêver. Et vous comptez repartir bientôt ? Alors, on a un festival auquel on participe fin avril et après, normalement, mi-mai, début mai, on compte partir vers l'Irlande si le prix de l'essence n'est pas trop cher. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, en tout cas, maintenant qu'on se connaît. Pas de D'accord ? problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Corentin et Marie. Damien, Au revoir. au revoir. Damien, je reviens vers vous. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est du pan français parce que, au niveau de la justice française ? Parce qu'on a bien compris que c'était extrêmement compliqué là-bas, au Japon, de faire bouger les choses, puisque nous sommes à la 4e année de la disparition de Tiphaine et que finalement les choses sont figées. On a entendu Marie nous dire si ça ne rentre pas dans une case, c'est très protocolaire. Si ça ne rentre pas dans une case, il y a peu de chances que ça bouge. Finalement, c'est ce qui vous est arrivé. En fait, vous êtes heurté à tout ce protocole où, au Japon, clairement, un tueur en série ou un agresseur en série a de beaux jours devant lui. En tout cas, peut faire toute une vie sans être inquiété s'il n'est pas attrapé en flagrant délit. Mais c'est tout à fait ça. Ce qui est très intéressant aussi d'ailleurs, parce que moi c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas le Japon. Tiphaine nous disait tout le temps, vous inquiétez pas, le Japon est le pays le plus sûr du monde. Ce qui est vrai, je pense. Je pense que les Japonais sont extrêmement bien éduqués. Ils ont un grand respect. Et je pense que c'est un pays, au final, qui est assez safe. Sauf que quand il arrive quelque chose, comme il est arrivé à Tiphaine, on voit combien la situation est compliquée pour vous aujourd'hui. Oui, sauf que ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, et on se heurtait à ça, parce qu'on a été en immersion pendant pratiquement 4 ans, c'est qu'il y a un vrai problème entre civisme et criminalité. Parce qu'en fait, vous avez, là, depuis qu'on fait une veille pour savoir ce qui se passe à Nico, vous avez, depuis le début, pratiquement 5 corps de femmes démembrées qui ont été retrouvés. Là, il y a une semaine, un corps a été retrouvé dans une valise. Donc en fait, si vous voulez, il y a une violence inouïe qui est invisible. Et souvent, la face visible de ce sens du civisme, dont on dénonce pas le Japon, c'est un pays qui a des aspects exceptionnels, le Japon. Vraiment, c'est incroyable. Sauf qu'il y a une violence qui n'est pas visible. Vous avez énormément de faits divers qui ne sont pas, où il n'y a pas d'enquête criminelle, ce qui fait que ça ne rentre pas dans les chiffres officiels, et donc les chiffres de la criminalité restent très bas. Ce qui veut dire aussi, je crois, ne pas me tromper, en affirmant que il y a d'une manière générale, la presse nippone ne reprend pas ces faits divers et on parle peu justement des choses que vous nous racontez avec des corps de femmes démembrées, avec des disparitions, des agressions. C'est peu évoqué dans la presse. Mais tout à fait. C'est des sites anglais qui relaient l'information au Japon. Donc effectivement, sur les sites japonais traditionnels, vous n'avez pas ça. Sauf que une fois que vous avez accès à ces sites anglais qui diffusent ce type d'infos, là vous tombez dans les pommes. Parce que vous voyez, lorsqu'on est arrivé au Japon pour chercher Tiphaine, on a eu un appel 3 jours après notre arrivée. Une tête a été retrouvée à côté d'une voie ferrée. Pratiquement une semaine après, on nous explique qu'une femme est démembrée dans la rivière, retrouvée. Donc vous imaginez, on se dit mais entre ce qu'on pensait découvrir et la réalité, on tombe dans les pommes. À 10 minutes de l'hôtel de Tiphaine, vous avez un homme qui se fait passer pour un faux guide, qui a agressé sexuellement des femmes. Enfin, en fait, c'est ça l'appel depuis 4 ans. Donc, nous, on s'est battu comme on peut, on a essayé de mener une enquête, et de France, comme vous le disiez, on a recruté, donc ça a été très difficile de se faire entendre, et heureusement, un avocat a entendu notre appel, Maître Antoine Vey, l'ex-associé de Dupond-Moretti, qui a repris nos dossiers, et qui nous a dit, mais vous avez raison, vous n'êtes pas fou, il y a des choses à faire, il manque des choses dans le dossier, le luminol, les témoins qui doivent être interrogés, et c'est ce qui a permis de France d'essayer de bâtir une contre-attaque pour savoir ce qui est arrivé à Tiphaine. De votre point de vue, aujourd'hui, que pensez-vous, quelle est votre intime conviction, Damien ? Nous, on a toujours essayé de faire les choses de manière factuelle. Est-ce que
une chute dans la rivière est possible. On l'a coché, non. Il n'y avait pas de crue, c'est une petite rivière. Un accident, non. Vous n'avez pas de sentier aux alentours. Est-ce qu'un crime peut être possible? Vous avez une liste de suspects, de gens qui ont agressé qui est considérable. L'hôtelier n'est pas interrogé. Donc, moi, j'ai très peur que ça soit malheureusement que Tiphaine ait été attaqué par quelqu'un de malveillant. Ouais. Que peut-il se passer aujourd'hui? Parce que ce rassemblement que vous avez organisé samedi prochain devant le palais de justice là-bas chez vous à Poitiers, que cherchez-vous à faire bouger aujourd'hui? Est-ce que c'est d'un point de vue de la justice française que vous essayez aujourd'hui de faire bouger les choses, vu qu'au Japon ça ne bouge plus du tout? Effectivement, alors nous dans notre histoire, on a eu vraiment l'appel l'appui de l'Élysée, de l'exécutif, du parquet de Poitiers, et même de la diplomatie française, même japonaise qui accepte les échanges, et surtout l'ambassadeur de France au Japon. Donc tous les voyants sont en vert. Donc si vous voulez, il faut juste que le juge dise oui et aille au Japon, et au moins les choses pourront avancer, des choses pourront être faites. Alors on s'est battu comme des fous pour justement que les choses soient faites. Donc on a aussi misé sur, et c'est un peu triste, mais sur des leviers seulement privés. On a recruté des experts, on a dépensé 70 000 € pour recruter des experts pour faire des recherches. Et puis maintenant, on est en train de financer nous-mêmes l'enquête. On a recruté Jean-François Abgral, qui est un enquêteur international, pour qu'il aille sur les recherches de Tiphaine, puisque la police française ne l'a pas fait. Donc si vous voulez, en fait, on est en train de privatiser complètement cette enquête, sauf qu'on compte évidemment sur la justice française pour nous appuyer. Donc le juge au Japon. D'accord. Elle peut encore, cette justice française, faire bouger les choses de votre point de vue? Oui, parce que c'est ce que je vous expliquais, le sens du protocole, c'est quand vous êtes face à face. Oui, c'est ça. Quand un juge français va s'adresser à un juge japonais. Oui, alors là, en l'occurrence, c'est ce que je vous dis, c'est un peu le problème, c'est que vous n'avez pas de juge d'instruction. Donc là, la juge s'adressera directement finalement aux policiers japonais, mais ça peut être aussi simple, finalement. Oui. Qu'au moins, ce sont ceux qui peuvent agir directement. Donc, et puis, on a évidemment l'aide de l'ambassade, de l'ambassadeur de France qui appuie nos déplacements. Donc ça, c'est une chance inespérée. C'est une chance inespérée, mais on voit au final que ça n'a pas grande efficacité, malheureusement. On voit que les autorités japonaises sont finalement très peu réceptives à l'aide justement du protocole français. Si à distance, ça ne fonctionne pas. La police française, au début, a utilisé le canal Interpol en envoyant des choses. Les Japonais ne répondaient pas. Nous, ce qui nous a permis d'obtenir des choses, c'est grâce à l'ambassadeur de France au Japon, c'est d'être sur place. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu... Parce qu'étonnamment, en fait, comme il y a eu une médiatisation assez importante au Japon, dans un premier temps, la police a accepté de nous recevoir, ce qui est quand même assez rare, avec l'ambassadeur. Donc c'est là aussi où on a pu observer toutes les anomalies de l'enquête et voir ce qui n'était pas fait. Donc grâce à le fait d'avoir été en immersion, on a pu aussi prendre des notes et voir ce qui n'allait pas. Donc c'est aussi pour ça que Maître Antoine Vey a repris notre dossier et considère qu'on peut aller plus loin, bien sûr. En tout cas, sachez qu'ici, sur Europe 1, à la Libre Antenne, on suivra avec attention encore votre histoire, mon cher Damien, parce qu'on pense bien évidemment à votre maman, à votre sœur et à vous-même qui restez sans une réponse. Et c'est assez rageant de savoir, quand vous évoquez cette histoire de Luminol qui a réagi et que rien ne s'est passé derrière, c'est terrible, c'est terrible. Courage à vous en tout cas, Damien. C'est samedi prochain, le 12 mars, donc devant le tribunal judiciaire de Poitiers, à partir de 15h, que vous vous réunirez, vous qui supportez l'association Unis pour Tiphaine, qui organise ce rassemblement. Et j'espère que les choses bougeront enfin pour vous, Damien, et pour votre famille. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment, Olivier. Je vous en prie. Beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Sur Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.